BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end et merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous, vous le savez, du samedi et du dimanche, en exclusivité, en avant-première dès le vendredi, en podcast audio et puis après la vidéo qui arrive sur YouTube à midi pile sur la chaîne Tech & Co et puis le week-end, radio-télé sur BFM Business. Pour ce De quoi je me mêle, tout à l'heure, on va recevoir le décortiqueur spécialisé des produits high-tech. J'aurai bien la chance de recevoir la porte-parole française d'iFixit. Vous savez, cette boîte étonnante qui depuis de très nombreuses années décortique les appareils high-tech et les note en termes de durabilité, de facilité de réparation et aussi de tout ce qui touche le business des pièces détachées. Donc on s'intéressera à iFixit tout à l'heure dans De quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM bien sûr si vous voulez réagir à cette émission. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour cette première partie de quoi je me mêle, eh bien ce sera le club de la presse IT avec Anthony Morel qui est là. Salut Anthony. Salut François, salut tout le monde. Ravi de te retrouver mon cher Anthony. Plaisir partagé. Et bien voilà, Anthony, vous retrouvez le matin sur Good Morning Business. Entre midi et 2 sur RMC Story et le soir au lit. Il faut qu'il dorme un peu, il faut qu'il se répare et se repose. Oui, exactement. Et oui. Quelques heures par jour. Je te présenterai tout à l'heure la porte-parole d'iFixit qui pourra te réparer. Qui me réparer aussi, ouais, ça m'intéresse. Je prends. Et nous avons JB de The E-Collection qui est là. Salut JB. Salut JB. Bonjour. Ravi de t'accueillir JB. Toujours content de revenir. Voilà, comment présenter JB? Voilà, youtubeur, influenceur, fan de produits high-tech depuis pas mal d'années maintenant. Tu suis toute l'actualité tech et particulièrement celle d'Apple. Et tu viens nous voir régulièrement justement pour commenter toute l'actu Apple parce que évidemment, tu es souvent invité à Cupertino, à l'Apple Park pour découvrir les nouveaux produits. Et c'est toujours important d'avoir ton point de vue là-dessus. Et vous l'avez compris, on va se faire un spécial Apple sans langue de bois, revenir un petit peu sur l'événement qui a eu mi-septembre et faire le point en fait sur toutes les nouveautés qui ont été présentées et se poser aussi la question, est-ce que franchement le nouvel iPhone qui est là, hein, le 16 Pro Max pour ce qui me concerne mais aussi toute la gamme, est-ce que cette gamme vaut le coup pour cette saison? Parce que c'est vrai qu'Anthony, on se pose la question, toi tu en parles souvent aussi le matin, Apple c'est toujours ça souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire que ce sont d'excellents produits qui évidemment sont extrêmement populaires, mais malgré tout, c'est vrai que cette année, on a l'impression que Apple est un peu en panne d'innovation, avec un timing qui tombe mal, on attend Apple Intelligence qui devrait arriver, on ne sait pas quand, peut-être l'année prochaine si tout va bien, c'est même décalé aux États-Unis. Bref, il y a plein de questions concernant cette gamme de nouveaux produits signés Apple. Ouais, absolument. Et j'ai l'impression qu'on le répète année après année. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu parce que si tu avais une année un peu trou d'air où tu te dis, bon, là, cette année, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim par rapport aux innovations qui ont été présentées. C'est pas incroyable, mais là, j'ai l'impression que depuis l'iPhone 14, peut-être 13, tu vois, c'est tous les ans, tu as des innovations, ce qu'on pourrait appeler des améliorations incrémentales, c'est-à-dire des petites innovations à la marge sur le processeur, la qualité de l'appareil photo. Et on va s'entendre très clairement, ce sont, tu le disais, d'excellents appareils, peut-être les meilleurs du marché, ou en tout cas parmi les meilleurs, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais simplement, quel est le sens de sortir un nouvel appareil ou une nouvelle gamme d'appareils tous les ans si c'est pour proposer au final si peu de valeur ajoutée technologique pour l'utilisateur? C'est une question qu'on peut quand même se poser, voilà, sans forcément remettre en cause la qualité des produits Apple, mais on peut se dire quand même, moi je suis un petit peu resté sur ma faim, je ne vais pas te mentir, sur la dernière gamme d'iPhone. On va voir ce qu'en pense JB, mais c'est vrai que là, la plus grosse nouveauté qu'ils nous ont annoncée, je veux dire, la keynote, tu regardais la keynote, c'était le bouton action pour l'appareil photo. J'ai l'impression qu'ils avaient inventé, c'était une espèce de révolution. Quand on est à t'exciter, à t'enthousiasmer pour un bouton qui prend des photos, c'est qu'à côté, il n'y a pas grand chose et c'est encore plus frustrant parce qu'effectivement, nous en France, on n'a pas les fonctionnalités IA. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, c'est vrai que on va donner la parole bien évidemment à JB, hein, qui va nous donner son point de vue là-dessus. Alors, tout comme toi peut-être et comme JB, on a l'occasion de pouvoir tester le 16 Pro Max, moi, depuis quelques jours. Et c'est vrai que je ne vois pas la différence avec le 15 Pro Max. C'est ça qui est assez étonnant. À part ce petit bouton,
mais c'est un bouton qui met du temps aussi que tu mets du temps à digérer. C'est-à-dire qu'il faut y penser quand tu prends une photo. En général, tu as tellement de réflexes sur les téléphones que là, c'est un nouveau réflexe qu'il faut se mettre en place. Donc, appuyer sur ce bouton. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. JB, de ton point de vue sur ces nouveautés, est-ce que tu partages un petit peu nos avis et l'avis d'Anthony sur ce cru des iPhone 16? Je partage entièrement votre avis. Je pense qu'on est passé à un autre cap où, à l'époque, on avait des iPhone S. Mais vraiment, spécifiquement, c'était iPhone 5S, 4S et tout ça, qui disaient, voilà, c'est une génération d'entre-deux. On ajoute une fonctionnalité en plus et on a la conscience que c'est juste un petit truc en plus, on garde le même design. Et c'était bien cette époque-là où finalement on savait qu'on pouvait changer d'iPhone tous les 2 ans et on gagnait vraiment beaucoup plus tous les 2 ans. Là, quand même, quoi qu'on en dise, depuis l'iPhone 12 de 2020, c'est le même design, ce sont les mêmes écrans, ce sont les mêmes technologies, ça va évoluer petit à petit. Mais je connais beaucoup de personnes qui ont encore aujourd'hui des iPhone 12 et qui ne sont pas tentées de prendre l'iPhone 16. Là où à l'époque, peut-être, entre un 4 et un 5, ils auraient été beaucoup plus tentés de partir sur un 5 parce qu'il y a eu beaucoup plus de changements. Et je pense qu'on est aussi à un tournant même de la technologie où les évolutions, il y en a beaucoup moins, les révolutions encore moins. Et aujourd'hui, les téléphones, ils sont excellents, c'est un plafond de verre, c'est compliqué de faire beaucoup mieux. Donc je trouve que les marques finalement sortent petit à petit des petites choses en plus dedans, sans pour autant que ça serve vraiment à l'utilisateur. Et faut faire avec. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'un iPhone 16 sort qu'il faut l'acheter. Clairement pas. Et je pense qu'Apple aujourd'hui a conscience que les gens changent de téléphone plus tous les 3-4 ans et beaucoup moins tous les ans. Et là, ils s'attaquent à ceux qui ont des iPhone 12, voire bien anciens. Tu étais à Cupertino, tu as assisté à la présentation à l'Apple Park, tu as pu discuter après avec des porte-paroles de chez Apple. Est-ce que tu sens dans leur discours qu'ils ont atteint ce plafond de verre que tu viens d'évoquer? C'est-à-dire est-ce qu'ils sont conscients malgré tout qu'il y a quasiment plus de différence entre le 15 et le 16? Je pense qu'ils diront jamais, parce qu'on parle quand même d'Apple et qui va jamais dire qu'ils ne savent pas quoi inventer. Mais cette année, les iPhone 16 et les iPhone 16 Pro sont extrêmement plus similaires que les années précédentes où il y avait vraiment une distinction qui existait. Le bouton caméra contrôle, finalement, existe aussi sur les iPhone 16 qui ne sont pas des formats Pro qui coûtent moins cher. Là où l'année dernière, par exemple, le petit bouton d'action était limité à la gamme Pro. Oui, ça aussi, c'est un point, on se dit, mais bon, à quoi bon? C'est-à-dire tu veux dire par là qu'il y a beaucoup moins de différence entre un 16 et un 16 Pro, alors que les années précédentes, malgré tout, la gamme était assez différenciée en termes d'appareil photo. Là, principalement, les deux vraies différences qu'il y a entre un 16 et un 16 Pro, c'est l'écran qui est en ProMotion 120 Hz sur les Pro qu'il n'y a pas sur les 16, et le troisième appareil photo qui est sur les Pro, qui n'est pas sur les 16, même si sur les 16, on a un zoom optique équivalent x2, mais ce sont les deux seules différences. Mais pour beaucoup de personnes qui vont potentiellement partir sur un 16, ils n'ont potentiellement pas non plus testé auparavant les écrans 120 Hz, donc ils ne verront pas de vraie différence. Et puis le zoom x2, c'est déjà très bien, ça suffira amplement. Il y a le camera control, il y a le bouton d'action, il y a la Dynamic Island, il y a presque la même puissance. Il y a tout Apple Intelligence qui est équivalent entre un 16 et un 16 Pro. Aujourd'hui, si elle arrive un jour. Oui, c'est ça arrive un jour. Ouais. Mais aujourd'hui, un iPhone 16 est, pour moi, je trouve bien plus intéressant à l'achat en 2024, voire même 2025, qu'un iPhone 16 Pro. Ouais, parce que tu payes moins cher et tu as quasiment la même qualité. Exactement. Ouais. Est-ce que, après, Anthony, évidemment, je te donne la parole, mais est-ce que aussi Apple ne se retrouve pas dans un timing qui n'est pas bon, finalement? Parce que je pense qu'ils ont misé la nouveauté de l'iPhone 16 sur Apple Intelligence, parce qu'ils savaient justement, hardware, qu'ils étaient un peu légers, il n'y avait pas grand-chose par rapport au 15, et que finalement, ils se sont fait rattraper par la patrouille et qu'ils ne sont pas prêts avec toutes ces fonctionnalités d'intelligence, ce qui fait que finalement, là, ils se retrouvent un peu, j'allais dire, nus, quoi, avec un téléphone qui ressemble énormément au précédent, sans avoir les fonctionnalités d'Apple Intelligence qui pouvaient justement lui apporter quelques aspérités. Ah, mais je suis totalement d'accord. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'Apple dans ce lot, il y a toutes les autres marques aujourd'hui aussi, pas toutes, mais beaucoup d'autres marques confondues, concurrentes, Android qui font un peu pareil. On regarde, chez Samsung, c'est quand même assez équivalent d'année en année. Il y a des petits trucs en plus. Et cette année, par exemple, sur les Galaxy S24, c'était vraiment l'accent mis sur Galaxy AI. Beaucoup moins que la photo et autres. D'ailleurs, la photo a diminué. On n'a plus un zoom x10 optique, mais un zoom x5 optique. On voit que finalement, les marques aujourd'hui se mettent beaucoup moins dans le hardware et les technologies embarquées, mais beaucoup plus dans l'IA et tout ce qui s'ensuit.
c'est vrai. Mais il y a beaucoup moins de hype et beaucoup moins d'excitation quand c'est un modèle Samsung. Même dans les médias mainstream, j'allais dire, et c'est peut-être aussi à nous de faire notre mea culpa de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand tu as un nouvel iPhone qui sort, tous les médias en parlent. Même des médias généralistes, parce que c'est le nouvel iPhone, même quand il y a finalement assez peu d'innovation, alors qu'ils vont pas faire la même chose quand il y a un nouveau Samsung, ou un nouveau Huawei ou un nouvel Oppo, tu vois. Donc ça n'a pas tellement de sens. Je suis complètement d'accord avec ce que disait François à l'instant sur le roi est nu, c'est-à-dire en gros, on a tout misé sur l'intelligence artificielle, et comme il y a un retard logiciel au démarrage, et ben finalement on se rend compte quoi. Ça fout en l'air toute la stratégie marketing d'Apple. C'est exactement ça, ça fout en l'air toute la stratégie marketing d'Apple, donc c'est un petit peu problématique. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, moi qui m'ont fait beaucoup rire, où on voyait, c'était des pranks, des sortes de petites blagues, où en gros tu as une sorte de stand Apple dans la rue, alors ce qui était déjà pas très très crédible, mais enfin bon, les gens parfois sont crédules, donc avec un Apple Genius et tout, et on dit aux gens, on vous échange votre ancien iPhone 15 contre un iPhone 16. Regardez, on vous le fait, on va vous transférer vos données en 3 minutes, c'est fait, le temps que je fasse une petite interview de vous. Alors donc la personne est hyper contente évidemment, elle laisse son iPhone 15, elle se fait interviewer, pendant ce temps-là le Genius s'occupe de l'iPhone, sauf qu'en fait il lui donne pas du tout un nouvel iPhone, il prend le vieil iPhone, il nettoie, il essaye de faire en sorte qu'il ait l'air le plus neuf possible. Il lui redonne son iPhone et le gars, on lui dit alors qu'est-ce que vous en pensez, nouvel iPhone 16? Donc il commence à jouer avec son iPhone en fait et il dit ah ouais, c'est vraiment, ça va beaucoup plus vite, c'est extraordinaire. Tu vois, non mais tu sais, la force de persuasion, le truc est tellement similaire en fait que même avec le même téléphone tu peux être convaincu toi-même d'en avoir changé. Incroyable. Ouais, ça alors là évidemment on s'attarde sur le cas de l'iPhone, mais c'est un sujet bien sûr, voilà, tous les effets placebo, tous ces trucs là où tu as l'impression d'avoir un nouveau produit et c'est toujours le même. Mais pour être plus sérieux une seconde sur l'aspect innovation, il y a la théorie alors qui a été inventée, si on peut dire, par des analystes financiers concernant Apple, des super cycles d'Apple. C'est-à-dire l'idée que, en gros, Apple, ça va être une fois tous les 3 ans en moyenne, tu vas avoir un nouveau modèle qui va avoir des innovations suffisamment importantes pour générer un cycle d'achat et de consommation absolument massif. Ça a été vrai par exemple avec l'iPhone 6, qui était le premier iPhone, enfin tu avais la version Plus, donc qui était plus grande, ça c'était la première fois qu'on voyait ça. Ça a été vrai avec l'iPhone 10, avec l'iPhone 12, avec l'arrivée de la 5G, donc ça c'était des innovations qui faisaient que les gens effectivement avaient envie de changer. Et l'iPhone 16, certains analystes disaient ça va être le début d'un super cycle parce qu'il y a l'intelligence artificielle et que ça va être un vrai argument de vente. Mais le fait qu'on n'y ait pas accès pour l'instant, eh bien ça risque de décaler l'acte d'achat des gens et finalement ça risque de faire pchit. Donc c'est vraiment très dommageable. Et je ne sais pas à quoi c'est dû en fait. Est-ce qu'il y a eu un retard à l'allumage côté logiciel? Parce que normalement c'était vraiment prévu que tout sorte en même temps, quoi. JB, alors j'imagine qu'ils ont évoqué Apple Intelligence durant tous les briefs que tu as eus. Ou est-ce que c'est un sujet dont on te dit on en parlera quand ça sera prêt? Ça a été évoqué, mais ça n'a pas été testé en tant que tel parce que nous, pauvres petits Français européens, comme on n'y a pas accès, on n'a pas été briefés sur des nouveautés d'Apple Intelligence sur les iPhone 16. Alors que certains journalistes américains ont pu tester, eux, tu crois, des fonctions Apple Intelligence? Je sais que j'avais eu une démo d'Apple Intelligence en juin lors de la WWDC, donc j'avais vu vraiment ce que ça valait, ce que ça permettait de faire avec tout ce qu'on a vu dans la keynote. Mais nous, dans les démos qu'on a pu avoir, on n'avait pas de démo Apple Intelligence puisque les iPhones qui étaient là-bas ne l'avaient pas non plus, puisque c'était pas intégré, puisque c'est pas encore sorti. Ça sort au mois d'octobre pour commencer certaines petites touches et après ça va suivre petit à petit aux États-Unis. Ils parlent de français en 2025, mais français c'est large. Est-ce que ça sortira en France ou pas? On ne sait pas. Mais et puis en 2025, c'est large, c'est 12 mois. Bien sûr, mais après, j'ai bon espoir parce qu'on savait que Vision Pro, Apple disait ça sortira en 2024 en France. Bon, c'est sorti que 4 mois après les États-Unis, donc ça va. Pourtant, on parlait d'un produit en tant que tel. Là, on parle d'IA. Ouais, mais là, tu as la question réglementaire qui est différente. Parce que là, pour le coup, Vision Pro, c'était juste un choix de déploiement produit en fonction des pays et de l'offre. Il faisait ce qu'il voulait. C'est ça, il faisait ce qu'il voulait. Alors que là, il y a quand même un vrai sujet de réglementation. Quand on voit que Galaxy AI est sorti dans le monde entier en janvier 2024 sans restriction aucune partout, on se dit c'est quand même bizarre qu'Apple aujourd'hui n'y arrive pas. C'est eux en fait qui s'auto-censurent pour l'instant. Parce qu'ils disent on a peur de peut-être ne pas être compatible avec. Alors, est-ce que c'est l'IA Act, le DMA, le DSA? On ne sait même pas. Non, si, ils ont dit DMA. C'est incertitude autour du DMA, je crois. La grosse différence qu'il y a entre Samsung et Apple, c'est que Apple est sous le joug de pas mal de retocage de la part de l'Europe, alors que Google et Samsung sont plutôt préservés, mine de rien. Alors, Google est un peu pointé du doigt sur certaines choses, mais pas autant qu'Apple. Et je pense que chat échaudé craint l'eau froide. Je pense qu'Apple va sortir cette Apple
Apple Intelligence Oui, bien en sûr. France, mais attend d'être vraiment sûr de ne pas se faire retoquer par l'Union européenne, ce qui, est qui peut être un problème aussi pour nous, utilisateurs. Hein. Ça, c'est vrai. Mais d'ailleurs, moi, je me demande, la théorie après, c'est est-ce que Apple a peur d'une éventuelle amende qui peut quand même monter à 10% du chiffre d'affaires, hein, c'est pas rien évidemment, et donc se dit non, dans le doute, on va prendre toutes les précautions possibles, on va discuter avec les autorités Et ça leur fera européennes. les pieds. Et voilà, moi c'est ça le truc, est-ce que c'est pas ça finalement? Est-ce que c'est pas une façon de mettre la pression sur l'Europe en disant aux utilisateurs, regardez, vous voyez votre réglementation débile là, à cause d'elle, vous êtes privés de tous nos nouveaux services, de tous nos nouveaux joujoux. Faites pression sur votre régulateur. Et on voit d'ailleurs des gens sur Twitter qui commencent à se plaindre, à dire attendez, c'est quoi ce truc? On se retrouve avec des iPhones version dégradée. On n'a pas envie d'avoir des citoyens technologiques de second rang. On veut les mêmes produits et la même qualité que ce qu'ils peuvent avoir aux États-Unis, ce qui se comprend. Donc c'est peut-être une stratégie de la part d'Apple. Si c'est le cas, ils sont diablement malins. Alors, on va quand même rentrer un petit peu dans les détails. Pas mal de produits ont été annoncés. Toute la gamme des iPhone 16, 16, 16 Pro, 16 Pro Max, le Plus aussi, Bien sûr. qui est un téléphone plus grand, en fait, qui ressemble au 16 Pro Max. Qui n'est pas tant connu que ça quand même. Hein. Moi, j'en vois très rarement, voire jamais dans la rue. Les mini, beaucoup plus à l'époque. Et je sais que c'est un format qui manque énormément à beaucoup de gens. C'est qui a été arrêté par Apple, mini, qui a été arrêté, qui a été un peu un échec finalement, parce que s'ils n'ont pas pérennisé ce format-là, c'est que c'était peut-être un échec pour eux, mais je trouve une réussite pour les consommateurs qui ont adoré ce format minuscule. Et ça manque aujourd'hui. Les plus petits formats de téléphone, c'est 6,1 pouces à peu près. Les mini, c'était 5,5 pouces, c'était minuscule, c'était tout petit, et beaucoup adorent ces formats-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces nouveaux iPhones rapidement? Qu'est-ce qu'il y a de marquant en fait? Il y a ce bouton, on va dire. Donc ce nouveau bouton qui est... Alors on chipote, mais c'est plus qu'un bouton, parce qu'on voit qu'il y a de la technologie. Ils n'appellent pas ça un bouton d'ailleurs. C'est ça. C'est caméra contrôle ou commande de l'appareil photo en français. En fait, c'est pour le coup vraiment... C'est quand même un bouton. C'est un bouton, mais... T'appuies dessus, d'accord. Ce que je veux dire. Mais je veux dire, c'est comme l'ordinateur spatial, quoi. Ouais, ça reste un casque. Jamais sur leur site, il y a marqué bouton. Voilà, c'est vraiment commande de l'appareil photo. Et donc, on peut appuyer dessus une fois, ça peut ouvrir l'appareil photo. On peut appuyer 2 fois dessus, mais juste appuyer, pas rentrer dedans. On va ouvrir un sous-menu. On peut swiper dessus pour interagir dans ce sous-menu. On va appuyer une fois pour sélectionner. On va appuyer longtemps pour prendre une vidéo. On va appuyer une fois pour prendre une photo. C'est quand même très complexe. Oui, c'est complexe. Et alors, c'est complexe technologiquement, parce que ce bouton, c'est un petit bijou technologique, parce qu'il est tactile, il mesure le taux de pression. C'est une prouesse d'ingénierie. C'est une prouesse d'ingénierie, mais c'est vrai que ça complexifie, je trouve. Alors peut-être que parce que c'est le début et qu'on n'a pas pris l'habitude, mais je me demande si ça complexifie pas un petit peu la manière dont tu interagis avec ton appareil photo. Bah si, parce qu'on a l'habitude depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans de zoomer en swipant sur l'écran comme ça, de pouvoir changer de mode en appuyant juste sur vidéo photo, de pouvoir prendre une photo même avec le bouton plus depuis l'iPhone 4 en 2010. Le bouton d'action permet aussi d'ouvrir l'appareil photo, donc ça fait un doublon. Exactement. Tu peux pré-régler ce bouton d'action pour ouvrir l'appareil photo. Et surtout, là on parle d'un petit format, mais si on prend par exemple un 16 Plus, le doigt ne tombe jamais dessus. Quand on a à une main à droite, et si on est gaucher, alors là n'en parlons pas, puisque c'est pas du tout le bon doigt qui tombe, et c'est vraiment hyper compliqué. En fait, c'est fait pour le prendre de cette façon-là. À l'horizontale. Sauf que de cette façon-là, on prend très rarement des photos comme ça. Si on regarde rapidement aujourd'hui, on prend beaucoup de photos en portrait. Pourquoi? Parce qu'on va les poster sur Instagram, en story, et ce format paysage, finalement, il est beaucoup moins adapté, beaucoup moins utilisé. C'est le format des boomers. Ouais, c'est ça. Moi, je prends des photos à l'horizontale. Ouais, c'est ça. On en prend tous, mais quand on prend son téléphone, on veut faire sa photo et être rapide. On ne veut pas se poser à dire, alors, j'appuie longtemps, je double appuie. Non, je prends ça. En fait, on perd beaucoup de temps. Ça marche très bien, c'est bien implanté et il n'y a qu'Apple qui peut réussir peut-être à faire un format aussi bien implanté comme Dynamic Island, quoi qu'on en dise. Mais ça n'apporte pas plus de choses au quotidien. Et même parfois, quand on veut juste utiliser son téléphone pour le prendre sur une table, ça m'arrive très souvent, je prends par le bas et j'appuie dessus. Sans faire exprès, et en fait ça lance l'appareil photo. Ah oui, ça c'est... Voilà. Ou alors quand on se filme, par exemple parfois on peut se filmer de cette façon-là pour prendre l'ultra grand angle, son doigt passe dessus. Et parfois ça peut ouvrir un sous-menu et donc ouvrir autre chose. Et du coup Et comme tu n'as pas de contrôle de ce que tu es en train de faire... C'est ça, et on ne peut pas encore le désactiver. Donc même dans les réglages, on peut juste désactiver l'appui quand il est éteint. On ne peut pas le désactiver dans la fonction appareil photo. C'est juste pour la photo ou tu peux aussi le configurer pour que ce soit d'autres choses? On peut le configurer. Tu peux par exemple chasamer une chanson? Alors non, on peut le configurer pour ouvrir Instagram dans la partie photo. Et ouvrir, je ne sais plus quelle autre application, mais aussi dans une partie photo. Mais c'est vraiment réservé à la partie photo. Mais je crois qu'à terme, ça pourra être utilisé par les développeurs de certaines applis pour enrichir en fait. Mais c'est vrai que
Ça complexifie finalement l'utilisation du téléphone. Petite question, JB, toi ça fait longtemps que tu suis l'actualité Apple, tu es fan d'Apple, hein, enfin, voilà, j'ai grandi avec. Tu as grandi avec. Ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est un peu à un tournant Si, totalement. Déjà, ça me fait penser à la Touch Bar de 2016. Même principe. Quand on a vu la conférence, tout le monde dans la salle de conférence était en mode waouh, très stylé, c'est bien implémenté, ça a l'air très sympa, hâte de tester. Pendant la keynote de la Touch Bar en 2016, c'était pareil. On était là, on disait mais waouh, c'est beau, c'est bien implanté, la Touch Bar sur le clavier, les écrans, on peut Donc prendre les rappelons emojis. ce que c'est hein, sur les MacBook Pro. C'est ça, sur les anciens MacBook Pro, on avait au-dessus du clavier une barre tactile qui est multifonction et qui s'adaptait selon qui était l'application. un écran aussi, donc qui affichait des informations et qui en fait transformait, si tu veux, l'ergonomie de ton... Exactement, selon l'application dans laquelle on était. On pouvait avoir des emojis, des outils pour cropper, pour mettre en gras, souligner, tout ça selon l'application. Finalement, ça n'a pas du tout été utilisé et compris par l'utilisateur et ça n'a surtout pas été mis à jour par Apple. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais par la suite mis à jour la Touch Bar avec des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, une amélioration. Ni les développeurs s'y sont intéressés, ni Apple, ni les consommateurs. Donc Apple, en 2021, a totalement arrêté sa Touch Bar. J'ai peur que ça fasse la même chose sur ce petit bouton, parce qu'aujourd'hui c'est pratique, c'est cool, ça marche bien, c'est l'effet nouveauté, mais on ne l'utilise pas au quotidien. Ouais, et pourtant ça prend une place sur un côté. Et quand on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu la course à moins de boutons possible, on le sait sur les écrans, il n'y a plus de boutons. Mais c'est pas un bouton, on t'a dit. Moins de choses à rajouter sur les tranches. Et un truc sur lequel tu appuies, c'est quoi ça? C'est l'action, comment ça s'appelle? Le bouton d'action sur le côté là? Ouais. Ouais, ça ils l'ont rajouté l'année dernière. Ah oui, non, je te parle du bouton photo, comment ça s'appelle? Commande de l'appareil photo. Commande de l'appareil photo, c'est le nom qu'ils ont. C'est le nom en français, sinon c'est caméra contrôle. C'est plus simple que bouton. Oui, c'est ça, en plus. Mais les rumeurs parlaient de bouton de contrôle de caméra, enfin bref. Ouais. Voilà, je pense qu'on a un tournant parce que, y compris cette année Apple, par exemple pour l'Apple Watch Ultra, n'en a pas sorti une 3e génération. Là où ils sont habitués chaque année de sortir une nouvelle Apple Watch, même s'il n'y a rien de nouveau à l'intérieur, ils vont dire c'est l'Apple Watch série 7. Même s'il n'y a pas de grand chose de nouveau. Cette année, ils se sont dit, non, on va garder l'Ultra 2, mais on va juste la mettre en noir. C'est les 10 ans en plus. C'était les 10 ans. L'Apple Watch série 10, c'est vraiment l'Apple Watch série 10, mais c'est pas l'Apple Watch X pour fêter les 10 ans comme pouvait l'être l'Apple Watch, enfin l'iPhone 10 à l'époque. Et j'ai l'impression que cette année, on a des produits qui sortent, mais qui sortent parce qu'il faut les sortir. Mais ils ne sont pas allés à ce point sur les iPhones en mode... on va peut-être pas en sortir parce que finalement ce seront les mêmes. Je pense que les téléphones ça reste quelque chose de différent où il faut le sortir quoi qu'il arrive parce que y a la concurrence, parce que les gens ont besoin de pourquoi pas des nouveaux iPhones et parce que il faut pas qu'on laisse non plus. Oui, mais quitte à aussi perdre en comment dirais-je, en image de marque. Et parce que c'est vrai que, et on le dit, on n'est pas les seuls, hein, le peu de différence qu'il y a entre un 15 et un 16 remet en question, on va dire, la capacité d'innover d'une boîte comme Apple dont c'est l'ADN finalement. Tu parlais de l'Apple Watch, la grosse nouveauté de cette Apple Watch 10, c'est l'apnée du sommeil, on est d'accord? Alors après, un peu plus. Elle est plus fine, elle a un écran un peu plus grand, elle est plus légère, elle est en titane. Enfin, il y a quand même un peu plus de nouveautés que juste l'apnée du sommeil, qui est aussi d'ailleurs sur l'Apple Watch série 9. Donc ça va un peu plus de ça. Il y a aussi donc c'est mise à jour logiciel. Voilà, il y a un peu plus sur l'Apple Watch série 10 que sur l'Apple Watch Ultra qui n'a aucune nouveauté. Mais Apple a quand même de temps en temps déjà oublié des produits de les mettre, de les rafraîchir. L'iMac M1 n'a été rafraîchi qu'avec l'iMac M3 l'année dernière parce qu'il n'y avait pas besoin. Donc ce serait bien peut-être qu'un jour Apple fasse pareil sur les iPhones. Ils font ça sur le SE. Il n'est pas mis à jour chaque année. Parce que ce n'est pas nécessaire et puisque ça suffit. Le dernier en date de 2021 ou 2022. Avec l'ancien design. Vieux design. Enfin, Il y a des rumeurs pour qu'il y ait un nouvel iPhone SE début 2025, mais quand il sera mis à jour, il ne sera pas remis à jour dans l'année ou les 2 ans. Est-ce qu'Apple un jour passera à un cycle de renouvellement des iPhones de 2 ans? Je sais pas, non, mais ça n'arrivera pas. Mais je pense que ça aurait du sens. T'as raison. Mais ça aurait du sens. Parce que d'un point de vue commercial, ça n'aurait par contre aucun sens pour eux. Donc, mais d'un point de vue environnemental, ça serait pas déconnant non plus. Surtout de la part d'une entreprise, mais c'est pas les seuls qui nous bourrent le mou avec, tu vois, avec évidemment la planète. Ah oui, c'est ça. Donc il y a le discours et il y a les actes. Mais bon, après, je les comprends tout à fait. Hein. Oui, ils ont des actionnaires et il faut des résultats derrière. C'est une entreprise et une entreprise qui tourne très très bien. Mais c'est vrai que quand on voit la maigre valeur ajoutée technologique d'une année sur l'autre, on pourrait se dire que ce serait pas complètement délirant de skipper une année. Pour terminer sur ça, j'étais à l'Apple Store le matin du lancement aux Champs-Élysées et j'ai posé des questions à ceux qui étaient là pour l'acheter. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde quand même. Et ils m'ont dit, soit c'était, c'est des fans, ils sont là, ils ont le 15, ils prennent le 16. Ok. Ils ont tous pris d'ailleurs les 16 Pro Max en sable, tous.
mais beaucoup ont pris parce qu'ils ont un iPhone 12 ou un iPhone 13. Beaucoup étaient là quand même parce qu'ils avaient un vieil iPhone. Oui, ils attendaient le 16 en fait. Et ils attendaient quoi qu'il arrive de se dire en septembre 2024, ça fera 3-4 ans que j'ai mon iPhone, je le change. Ouais, quel qu'il soit, mais je le changerai. Ça, ok, tu as un cycle de renouvellement qui est finalement assez logique. Mais tu parlais tout à l'heure du plafond de verre, je pense que c'est une vraie bonne question. Est-ce qu'il y a un moment où c'est vrai qu'on ne peut pas réinventer la roue non plus tous les ans? Il y a un moment, qu'est-ce que tu vas. Tu vas pas le transformer en skateboard, quoi, ton iPhone. Donc après, je me dis que quand on regarde quand même du côté des concurrents et notamment des concurrents chinois, ils tentent des trucs. Voilà, ils tentent des trucs. Je sais pas, on va pas revenir sur la tarte à la crème des écrans pliables, mais on sait qu'ils travaillent dessus. Apple, il y a un moment, peut-être qu'ils pourraient nous proposer quelque chose comme ça. Ou alors, ils pourraient se concentrer. Tu vois, même une amélioration, ce serait sur la batterie, par exemple. On a toujours, chez les Chinois, des systèmes de supercharge qui vont te recharger ton téléphone en 5-10 minutes. Si Apple nous proposait un truc comme ça, tu vois, plutôt que l'Action Cam de cette année, là, on aurait eu un truc à dire, extraordinaire. Ton iPhone, il se charge en 5 minutes. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent travailler, où il peut y avoir une vraie grosse valeur ajoutée. Enfin, ça peut faire une grosse différence d'un modèle à l'autre, mais on a l'impression qu'ils le tentent pas, quoi. Après, entendons-nous bien. Ce que je veux dire par là, c'est que l'iPhone 7 est un excellent téléphone. Bien évidemment, en termes d'appareil photo, de captation vidéo. Mais c'est un des plus complets aujourd'hui qui existe sur le marché. C'est clair, c'est clair. Tout ce qu'on remet en cause là, c'est le peu de différence d'innovation qu'il y a entre le 15 et le 16. Tout à fait. Ça, non, mais c'est ça. Tu as tout à fait raison. Non, mais vas-y. Non, mais juste une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a des chiffres aussi qui circulent. Je ne sais pas si vous les avez vus. Il y a des analystes qui estiment qu'il y a une baisse des ventes de l'iPhone 16 par rapport au 15 et de 15%. C'est quand même pas rien. Et d'ailleurs, même Apple serait en train de revoir à la baisse sa capacité de production des iPhones parce que pour les fêtes de fin d'année, ils s'attendent à en vendre moins. Alors, c'est pas officiel. Vous savez que tout ça est très secret chez Apple. Mais visiblement, les analystes iraient dans cette direction. Ça te paraît quelque chose de crédible ou pas ? Je sais pas, parce qu'on dit chaque fois qu'un iPhone va pas marcher. Moi, je me souviens de l'iPhone 5C en couleur. Tout le monde disait que c'était un iPhone flop qui marcherait pas, qui a pas marché, et il a cartonné. Cette année, on dit que les iPhone 16 vont pas marcher parce que ce sont les mêmes que l'année dernière. Mais encore une fois, Apple le sort pas pour ceux qui ont un 15, mais pour ceux qui ont un 12, un 11, voire bien avant. Et je pense quand même, quoi qu'on en dise, que Noël, c'est le moment où beaucoup changent de téléphone, beaucoup en veulent le dernier téléphone. Le dernier, Il marchera et on le verra partout. On en verra partout, surtout que maintenant, il y a des couleurs sympas. Ça, mais par exemple, tu vois, si tu as l'occasion de t'offrir un téléphone, est-ce que ça vaut pas le coup de te tourner vers le 15 qui coûtera moins cher ? Eh bien, justement, non. J'en discutais avec Nicolas Lelouch, que vous connaissez très certainement. Bien sûr. On en discutait et on se disait qu'entre un 15 et un 16 aujourd'hui, c'est plus intéressant malgré tout de prendre un 16. Parce que dans 4, 5, 6 ans, si Apple Intelligence est bel et bien sorti, tu auras ton 15 et tu n'auras rien de tout ça. Parce que les 15, pas les 15 Pro, mais les 15 n'y ont pas accès. Le 15 Pro, en revanche, aura accès à Apple Intelligence. Mais ça se trouve, sera peut-être bridé. Là où les 16 ont 100% d'Apple Intelligence. Et acheter un 16 aujourd'hui, c'est faire un pari sur l'avenir, clairement, y compris aux États-Unis, mais surtout en France, et se dire, je l'ai. Comme aujourd'hui, les iPhones, on peut les garder 4, 5, 6 ans. Bah dans 4, 5, 6 ans, si ça se trouve, j'aurai les mêmes fonctionnalités des iPhones plus récents et je ne serai pas bridé. Oui. Mais je pense que encore faut-il que la promesse de l'Apple Intelligence apporte quelque chose. Ça c'est vrai. Mais je pense que c'est aussi ce qui explique ces problèmes de pré-vente, enfin les ventes des premiers jours, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens aux États-Unis qui, n'ayant pas accès, comme c'était prévu à la base à Apple Intelligence, ont probablement décalé leur acte d'achat, en disant attendez, on va quand même attendre de voir l'arrivée d'Apple Intelligence, les premiers tests, et à ce moment-là, j'achèterai. Et puis les Européens, eux, pour le coup, ils ont vraiment zéro raison de se presser. Donc ça fait quand même un gros marché en moins. À mon avis, c'est ce qui explique en partie ces chiffres qui sont effectivement pas très très bons. Apple a tout intérêt de sortir Apple Intelligence le plus rapidement possible. C'est ça. Pour eux, pour tout le monde et surtout pour les consommateurs, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui trinquons de ne pas l'avoir. C'est vrai. Et mais après, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'Apple a basé toute sa com de lancement sur Apple Intelligence. L'Apple Store de la 5e avenue, le Cube, était aux couleurs d'Apple Intelligence. Quand on va dans un Apple Store aux États-Unis, la première phrase sur l'iPhone, c'est Hello Apple Intelligence. Alors qu'il n'y a pas encore Apple Intelligence dedans. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'usages qui vont arriver sur Apple Intelligence ? Parce qu'on en parle là, mais c'est quand même assez abstrait. Apple t'a montré, alors c'était peut-être pas lors de cette C'était en juin dernier, C'était en juin dernier avec la WWDC, la keynote d'ouverture de la WWDC. Est-ce qu'il y a vraiment des usages qu'on t'a expliqués qui risquent d'être révolutionnaires, ou est-ce que c'est encore un peu flou ? Parce que finalement, quand on regarde ce qui se passe sur Samsung, avec donc Samsung AI,
c'est pas ouf, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de T'as la traduction qui est pas mal. Mais ouais. Mais... La traduction, d'accord. Ouais, mais est-ce que tu l'utilises au quotidien, tu vois? C'est ça le truc. En fait, je pense que l'intelligence artificielle, comme on en parle aujourd'hui dans les téléphones, c'est quelque chose qui doit être implémenté sans qu'on ait à réfléchir. Là où c'est autre chose sur l'IA qu'on peut voir ailleurs. Chez Samsung, c'est implémenté, mais pas de la meilleure façon comme Apple le fait, parce que Samsung ne fait pas le software, le hardware, tous ensemble. Apple fait tout. Et en fait, par exemple, c'est tout bête, mais pour Apple Intelligence, il va y avoir la gomme magique qui arrive. C'est une fonctionnalité Apple Intelligence qui permet de gommer en arrière-plan un petit bonhomme qui a pris place sur sa photo. Qui existe sur les pixels depuis 4 ans. Alors là, ça c'est sûr et certain. Et qui existe même en appli sur existe, voilà. Mais déjà, ça va être un petit plus de dire, juste dans la partie photo, j'ai ça qui arrive. Au-delà de ça, il va y avoir, ça c'est plus rigolo, mais la possibilité de créer son propre emoji. On dit je veux un T-Rex avec un chapeau de cow-boy et une glace à la main, on aura son propre emoji. Ça va aller plus loin dans la partie notification où au lieu d'avoir, si on a 10 notifications WhatsApp de la même personne, on va avoir un seul encadré qui dira eh bien François vous a envoyé un message pour vous demander si vous étiez disponible ce soir, mais aussi vous demander si vous pourriez venir demain. Ça c'est pas mal. Avoir un résumé donc c'est un global. Résumé des différents messages que tu as reçus. Différents messages, ça va nous aider aussi dans les outils d'écriture. Si par exemple on veut envoyer un mail à son patron ou à ses enfants ou à sa femme ou j'en sais rien, ça va nous aider pour mieux le mettre en page, nous corriger les fautes, nous ajouter des photos. On va pouvoir en fait, ça va nous être un outil de création. Il faut voir si on va l'utiliser au quotidien parce que Samsung fait exactement la même chose aujourd'hui. Mais de ce que j'ai pu avoir comme preview et tester, ça marchait quand même vraiment bien. Les effets sont sympas et ça peut être utile. Et là, par contre, où c'est beaucoup plus intéressant, ça va être dans le nouveau Siri qui va être implémenté dans les iPhone 16 et les 15 Pro, 15 Pro Max. C'est d'avoir un Siri beaucoup plus intelligent où on va pouvoir commencer à lui parler. On peut se tromper, reprendre sa phrase, continuer, il va le comprendre. Il va garder en mémoire ce qu'on lui a dit quelques minutes en amont. Il va savoir piocher dans les applications. Il va pouvoir comprendre un contact, une note, un mail. Ouais, un vrai assistant vocal. Un vrai assistant vocal comme on peut avoir par exemple aujourd'hui sur ChatGPT ou voire même parfois Galaxy AI quand on lui parle à l'intérieur. Donc ça va aider vraiment au quotidien. Encore faut-il qu'on en prenne le pas et qu'on l'utilise et que ce soit facile d'utilisation. Parce que pour beaucoup, l'IA aujourd'hui, ça fait peur, ça n'intéresse pas. Beaucoup se disent je comprends pas, donc je m'y intéresse pas. Ouais. Donc je pense qu'aussi il y a nous aussi et même les marques à être pédagogues, à apprendre aux gens que c'est pas que ça, ça va aussi nous être utile au quotidien. Ouais, c'est ça. Bon, après c'est une des forces d'Apple aussi d'implémenter ces choses-là de manière hyper intuitive et hyper simple. Donc je pense que en ayant vu quelques démos, c'est vrai que ça n'a pas l'air très très compliqué l'utilisation et je pense que ce sera un truc qui va s'intégrer petit à petit. Alors c'est marrant, moi je fais souvent des présentations autour de l'IA auprès de gens divers et variés, et tu vois l'évolution quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand devant un amphithéâtre d'étudiants ou même de personnes de 40, 45 ans, tu leur demandes à main levée qui utilise ChatGPT au moins une fois par semaine, tu as au moins la moitié des gens qui lèvent la main. Tu vois. Ouais. Il y a un an, t'avais quasiment personne. C'est te dire la vitesse à laquelle ça va, et je pense que ça va être exactement la même chose pour ces fonctionnalités qui vont être intégrées directement dans nos téléphones, parce que ça va juste faire partie de nos vies. Effectivement, quand demain tu devras écrire un mail un peu compliqué pour répondre à une chaîne de mails et que tu auras une fois dans ta vie utilisé l'IA et que tu te rendras compte à quel point ça t'a simplifié la vie, bah en fait tu le feras systématiquement, quoi. Et ça ne deviendra même plus à l'idée d'écrire toi-même ton mail, de te prendre la tête, parce que juste tu auras cet outil qui le fera de manière instantanée. Pareil, moi, ce dont je me méfie, c'est qu'on revienne un petit peu au bouton d'action. C'est-à-dire que c'est des fonctionnalités qui vont arriver à foison, mais est-ce qu'on les utilisera véritablement? C'est ça la question. Sur le bouton d'action, je suis pas sûr, tu as raison. Tu vois, enfin, je me dis... Tu parles du bouton d'action ou du caméra contrôle? Le caméra contrôle, pardon. Mais même le bouton action, enfin moi je m'en sers très peu finalement. Mais c'est vrai que la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on est prêt à confier à l'IA, je veux dire, des choses aussi importantes que la rédaction d'emails ou la réponse à certains messages, tu vois, c'est ça le truc. Je pense que ça va au-delà, c'est pas que ça. Si on veut pas l'utiliser, on l'utilisera pas. C'est pas obligatoire. Par contre, ça va nous résumer des mails. Si on a des énormes boucles de mails, on est tous dans des boucles de mails. Ouais, mais est-ce que tu peux faire confiance à l'IA pour résumer 10 mails importants d'un code de, tu vois, je sais pas, je pense moi, qu'il faut tester. Anthony m'envoie, je sais pas moi, le sommaire de quoi je mêle et les sujets qu'on va faire la semaine prochaine, me faire un résumé. Je sais pas si j'aurais confiance en l'IA. J'aurais peur de rater. Si c'est pas le bon sommaire le jour J, c'est embêtant. Non, mais tu vois, pas ça, mais peut-être rater
je sais pas, peut-être une subtilité d'actu que tu auras donné, que l'IA décide de squeezer parce que tu vois ce que je veux dire. Je comprends tout à fait. Bah, t'as quand même t'as toujours la crainte. Nous, on a en plus ce réflexe journalistique et moi, c'est peut-être ça. C'est ce que je fais aussi, tu vois. ChatGPT ou Gemini, quand je leur pose des questions, à chaque fois, je vais recouper derrière parce que je fais pas confiance a priori à l'intelligence artificielle. Mais je pense que sur ces tâches-là spécifiques, c'est-à-dire résumer un mail, par exemple, c'est là où l'IA est très forte. C'est-à-dire, pour le coup, globalement, sur tous les tests que j'ai faits, c'est quand même redoutablement efficace. Alors peut-être qu'une fois de temps en temps, tu auras une petite erreur ou quoi, c'est pas impossible, mais globalement, je pense que sur ces choses-là, c'est quand même utile. Et je pense que, encore une fois, c'est ce que tu disais, JB, ce sera pas intrusif, c'est-à-dire que c'est peut-être des outils qu'on te proposera. La notification, une fois que tu auras eu effectivement cette notification qui te résume le torrent de messages que tu as reçu, tu diras, ah, c'est quand même pratique, bon, bah, je vais le garder ce truc-là. Le mail, peut-être que tu ne vas pas demander à l'IA de te résumer le mail, c'est juste que tu auras une notif qui te dira est-ce que vous voulez qu'on vous résume votre mail avec une proposition de rédaction. Et à ce moment-là, tu vas te dire bah ouais, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est mieux que ce que j'aurais fait tout seul, donc je vais l'utiliser. Je pense que ça va se faire comme ça va se faire petit à petit. Je pense que les jeunes générations aussi sont hyper friandes de tout ça. Donc voilà, il va y avoir aussi, tu vois, générationnellement, ça va se faire de manière très très naturelle. Et je pense que ça fera vraiment partie de notre quotidien d'ici quelques années, voire quelques mois. Hein. Ça va quand même très 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 vite. Juste une petite question, JB. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre keynote d'ici la fin de l'année, à ton avis, Apple, avec la présentation d'autres produits? Je pense sur des Mac et des iPads. Parce qu'on sait qu'Apple, en mai, a sorti la puce M4 sur les iPads Pro. Et les Macs sont encore en M3 et certains en M2. Je pense qu'Apple va tenir une conférence ou pas, mais va sortir des nouveaux produits sur des nouveaux MacBook Pro, M4 Pro, M4 Max. Il y a une rumeur d'un mini Mac mini de la taille d'une Apple TV. Ah ouais. Donc vraiment tout petit. Wow. Qui pourrait être intéressante en M4 justement. En plus en M4. Donc en fait, tout petit mais super costaud. Voilà. Super et potentiellement des iPad mini 7 si je ne me trompe pas. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouveau iPad mini. Oui, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu, et 2-3 ans même. Et du coup, en fait, il y aurait quand même des nouveaux produits sur le carton, enfin dans les cartons d'Apple pour la fin d'année. Rien d'officiel. Alors là, pour l'instant, ce sont que des rumeurs, mais qui sont assez persistantes quand même, un peu tous les jours. Et je reviens sur les iPhones, mais toi qui utilises beaucoup les fonctionnalités, montage, photo, vidéo, ça fait aussi partie des arguments de vente. Et c'est vrai qu'autant il n'y a pas eu énormément d'innovation, mais c'est vrai que c'est quand même assez spectaculaire ce qu'on peut faire. Ouais. Là, pour le coup, tu penses que tu as une valeur ajoutée? Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu des démos et j'ai pu le tester un petit peu. Et c'est vrai que c'est quand même absolument incroyable, quoi. Bien sûr, mais moi, justement, parce que je trouve qu'on a été quand même assez pessimiste sur ces iPhones depuis le début, mais ils restent excellents et surtout ils ont des nouveautés en plus, quoi qu'on en dise, des générations précédentes. Par exemple, les iPhone Pro vont avoir un nouveau châssis en aluminium à l'intérieur qui fait qu'il chauffe beaucoup moins qu'avant. C'est un détail, mais c'est vachement intéressant. Moi, le mien a beaucoup chauffé, là. Je m'en suis servi ce week-end. Il était bouillant à un moment, j'ai pas compris pourquoi. Parce que maintenant, quand tu les tiens par la partie basse ou que tu le tiens comme ça chauffe pas le bas, ça chauffe beaucoup plus en haut. Tu tiens pas bien ton iPhone. Ouais, est-ce que tu ne tiens pas à l'envers? Tu as pensé à l'Antenna Gate. C'est quand tu n'avais plus de réseau à l'époque. Mais oui. Steve Jobs a dit mais parce que vous tenez mal le téléphone. Vous êtes débile ou quoi? Si vous vous souvenez de ce truc. Si, mais ils avaient offert un bumper à chacun. On tenait le téléphone comme ça, au bout d'un moment, il n'y avait plus de réseau parce qu'en fait, on masquait les antennes. La paume de la main masquait les antennes. Incroyable. Non, mais pour te dire, ils essaient de combattre le fait que l'iPhone chauffe. Mais moi, ce week-end, l'iPhone 16 Pro Max a chauffé. Alors peut-être que ils corrigeront tout ça avec des mises à jour, mais ça chauffe toujours, on va dire. Mais au-delà de ça, dans la partie photo et vidéo, puisque tu en parlais juste avant, il y a quand même des fonctionnalités intéressantes. Déjà, il y a les nouveaux styles photographiques qui avaient été introduits il y a quelques années, qui étaient des sortes de filtres, même si ce ne sont pas des vrais filtres, ça va un peu plus loin, qui prenaient un peu les informations de la photo pour pouvoir un peu travailler dedans. Ça a été entièrement revu cette année, avec des nouveaux filtres et surtout des nouveaux styles photographiques, et cette fois-ci qui peuvent être mis lors de la prise de photo, mais aussi après coup. Ouais. Et ça va beaucoup plus loin, il y a un petit pad pour pouvoir vraiment choisir la teinte, la couleur, tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Et en vidéo... Et ça ressemble pas à un filtre, c'est ça qui est dingue. C'est ça ressemble vraiment pas très spectaculaire. Pas comme sur Instagram où on swipe et on a des filtres, pas du tout. Ça va beaucoup plus loin et on peut vraiment faire des photos très très belles. Et là où je trouve que c'est vraiment bluffant, et je trouve que beaucoup de personnes sont passées à côté, c'est le mix audio qui est dans les iPhones toute gamme confondue des 16, donc les 4 possibles, c'est la possibilité de filmer n'importe quelle vidéo. Par exemple, je vous filme tous les deux et je vais pouvoir choisir si je veux que le son soit dans le cadre, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cadre de la photo, enfin de la vidéo. Est-ce que je prends le son aussi qu'il y a derrière vous
ou pas? Est-ce que je prends le son qu'il y a derrière l'iPhone, donc moi par exemple? Et en fait, on choisit exactement ce que l'on souhaite. Et si on filme dans la rue, on n'aura plus le bruit des voitures. Si on filme chez soi, qu'il y a un écho ou qu'il y a un ventilateur, on n'aura plus le bruit. Donc il y a des algorithmes qui arrivent à capter les sons qui nous intéressent. Exactement. Et ça, je l'ai testé et ça marche vraiment bien. Et ça permet vraiment d'enlever les échos, ça permet de recentrer sur la voix. Il y a notamment une fonction studio qui est assez importante, enfin intéressante. Moi, je l'ai fait parce que, évidemment, je fais des vidéos tous les jours pour teaser Tech & Co sur les réseaux sociaux. Et cette fonction studio booste votre voix. On a l'impression d'être devant un micro de podcast. C'est ça. C'est assez impressionnant, alors que tu es à 2 mètres de ton téléphone. C'est assez fort quand même. On améliore aussi les micros quand on est avec du vent. Donc il y a beaucoup moins de son du vent qui va rentrer et faire un petit bruit un peu dérangeant dedans. Donc en fait, il y a des petits trucs en plus. Et puis il y a le 4K à 120 images par seconde, qui est aussi un truc assez impressionnant, qui montre la puissance en fait des processeurs dans le téléphone, parce que filmer en 4K à 120 images secondes, ça nécessite beaucoup de ressources, et le résultat est bluffant, parce qu'après vous faites des ralentis, un peu comme dans les clips vidéo. Ça prend de la place dans la galerie. Nous, avec nos cheveux, par exemple, tu vois, on peut faire comme ça. Oui, c'est ça. Les cheveux qui, tu vois, qui volent dans le vent. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, j'y suis pas arrivé. C'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. Retente peut-être ceux qui. C'est pour ça qu'il surchauffait. Il essayait rajouter des cheveux à François. Il dit mais celui-là, mais j'y arrive pas. C'est pas possible quand même. L'algo était pas prêt. Bon ben voilà pour les nouveautés. Sachez que évidemment on va se retrouver avec Anthony et JB pour le petit module bonus. Et là on va se faire un focus sur un produit qu'on n'a pas évoqué, mais c'est les AirPods, parce que les AirPods aussi évoluent. Bien sûr. Les 4, on rentre dans le détail dans quelques instants. Totalement. Voilà, bon, bah écoutez... De grandes choses à dire dessus. Ouais, bien, et puis en plus la mise à jour aussi des AirPods Pro 2, c'est bien parce que ça, ce sont des produits qui sont sortis il y a plusieurs mois et qui, grâce à une mise à jour, vont apporter pas mal de choses nouvelles. Années, c'est vrai. On va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony. Anthony Morel, que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, c'est entre midi et 2 sur RMC, RMC Story. Et puis JB, bien sûr, on te retrouve sur YouTube, sur les réseaux sociaux, JB de The E-Collection, qui nous fait l'amitié de venir nous voir régulièrement. Toujours un plaisir, merci de l'invitation. Et vous restez avec nous. Dans un instant, deuxième partie de ce De quoi je me mail. Et eh bien, on va découvrir iFixit. Voilà, une boîte qu'on suit depuis de nombreuses années. Et la porte-parole d'iFixit sera avec nous sur le plateau de quoi je me mêle dans un instant, pour voir comment on peut démonter son téléphone et puis surtout le réparer, parce que c'est ça aussi, et voir le degré de réparabilité de tous ces produits. Moi qui ai deux mains gauches, ça m'intéresse. Bah, tu sais quoi, à tous les deux, on n'est pas couchés, hein, parce que moi aussi, j'y arrive pas. Tu maîtrises un petit peu les réparations, toi ? Ah non, je suis pas bricoleur. Désolé. Bah, iFixit, là... à des clients. Là. Voilà, au moins 3 clients potentiels. Merci d'être avec nous et à tout de suite pour la suite de ce De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.